Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre sur Al24 News pour cette nouvelle édition. Tout de suite, les titres de l'actualité de ce mercredi 29 mars. Consultations bilatérales informelles à l'ONU sur le Sahara occidental en perspective. L'envoyé personnel du secrétaire général lance une invitation aux représentants du Maroc, du Front Polisario, de l'Algérie, de la Mauritanie, ainsi qu'aux membres du groupe des Amis du Sahara occidental. Réunion des Nations Unies sur la lutte contre le terrorisme et la prévention de l'extrémisme violent. Le président algérien réaffirme le soutien de l'Algérie à ses voisins et aux pays africains. Le secrétaire général de l'ONU, de son côté, se dit inquiet du regain du terrorisme en Afrique et au Sahel. Conflit en Ukraine, le Kremlin affirme que la guerre hybride entre la Russie et les Occidentaux durera longtemps si ces derniers continuent à envoyer des armes en Ukraine. Et dans l'actualité également, le patron de l'Agence internationale de l'énergie atomique s'est rendu à la centrale nucléaire de Zaporijia. Raphaël Grossi regrette la hausse de l'activité militaire dans le secteur. Et on entame ce journal avec les consultations bilatérales informelles à l'ONU sur le Sahara occidental. L'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara occidental, Staffan de Mistura, a invité les représentants du Maroc, du Front Polisario, de l'Algérie et de la Mauritanie, ainsi que les membres du groupe des Amis du Sahara occidental à y participer avant sa réunion d'information biannuelle au Conseil de sécurité le mois prochain. Naïla Hamouda. Une invitation qui démontre une volonté expresse de l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour le Sahara occidental, Staffan de Mistura, pour discuter des voies et moyens en vue de cristalliser une solution juste, viable et mutuellement acceptable au conflit du Sahara occidental, dernière colonie en Afrique. Dans ses lettres d'invitation, de Mistura a expliqué qu'il garde l'espoir qu'une solution politique durable et mutuelle acceptable qui offrirait l'autodétermination au peuple du Sahara occidental, conformément aux résolutions du Conseil de sécurité, est réalisable. Lors de ses consultations bilatérales informales à New York, Stéphane Dujarric, l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies, a expliqué que de Mistura a mis l'accent sur les objectifs tracés lors de cette mission. Le but des consultations sera de discuter des enseignements tirés du processus politique, d'approfondir l'étude des positions et de continuer à rechercher des formules mutuelles acceptables pour faire avancer le processus politique. Pour rappel, le bureau permanent du secrétariat national du Front Polisario a appelé les Nations Unies à prendre leurs responsabilités pour accélérer la mise en place des conditions permettant à la mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental MINURSO afin de résoudre dans le plein respect le droit inaliénable du peuple sahraoui à l'autodétermination et à l'indépendance. Dans un autre dossier, le président algérien a affirmé que l'Algérie poursuivait dans le même esprit ses efforts pour soutenir ses voisins et les pays africains dans leur lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent, guidé en cela par son expérience certes amère, mais couronnée de succès. À l'occasion du débat de haut niveau du Conseil de sécurité sur la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent à travers le renforcement de la coopération entre l'ONU et les organisations et mécanismes régionaux, Abdelmajid Tebboune a adressé hier un message en sa qualité de coordonnateur de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent, une allocution qui a été diffusée en tant que document officiel du Conseil de sécurité pour servir de référence durant les débats. De son côté, à cette occasion également, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a affirmé que la situation en Afrique concernant la propagation du terrorisme était particulièrement préoccupante, soulignant le soutien de l'ONU aux pays qui s'efforcent de mettre fin à ce fléau. Aucun âge, aucune culture, aucune religion, aucune nationalité et aucune région n'est à l'abri. Mais la situation en Afrique est particulièrement préoccupante.
le désespoir, la pauvreté, la faim, le manque de services de base, le chômage et les changements anticonstitutionnels de gouvernement continuent de créer un terrain fertile pour l'expansion rampante des groupes terroristes pour infecter de nouvelles parties du continent. Je suis profondément préoccupé par le regain des groupes terroristes au Sahel et ailleurs. Et en parlant de sécurité, 2 attaques rebelles sont survenues dans l'est de la République démocratique du Congo, faisant ainsi 17 morts, selon Stéphane Dujarric, porte-parole du secrétaire général de l'ONU. Le groupe armé a également ouvert le feu sur les casques bleus de l'ONU et sur les forces de défense congolaises au cours de patrouilles conjointes organisées pour protéger les civils autour du territoire. En Palestine, des dizaines de colons sionistes ont pris d'assaut ce mercredi la mosquée Al-Aqsa sous haute protection des forces d'occupation sionistes qui ont renforcé leur déploiement à l'intérieur de la Sainte Mosquée et à ses portes, expulsant ainsi les fidèles. Un nombre important de colons y ont pratiqué des rituels talmudiques et ce à quelques jours de la Pâque juive. On reste dans la région. Les Palestiniens commémoreront demain le 47e anniversaire de la Journée de la Terre, marquant les manifestations du 30 mars 1976 contre la confiscation des terres, l'exil des Palestiniens, la judaïsation et les pratiques d'apartheid à l'égard du peuple palestinien qui demeure attaché à sa patrie, ses racines et son histoire. Diplomatie, Sergueï Lavrov appelle les États-Unis à lever les sanctions contre l'Iran à l'issue d'une conférence de presse en compagnie de son homologue iranien Hossein Amir-Abdollahian. Le ministre des Affaires étrangères russe a également déclaré que le monde attend toujours que les États-Unis reviennent à leurs obligations dans le cadre de l'accord sur le nucléaire. Le monde attend toujours que les États-Unis reviennent à leurs obligations en vertu de l'accord sur le nucléaire. Et nous avons spécifiquement souligné que toutes les sanctions illégales contre l'Iran doivent être levées. Nous nous sommes félicités de l'amélioration de la situation dans la région du Moyen-Orient en particulier, à la lumière du rétablissement récemment annoncé des relations diplomatiques entre l'Iran et l'Arabie saoudite. Selon le chef de la diplomatie iranienne, Hossein Amir-Abdollahian, l'Iran était prêt à aider les efforts visant à établir la paix et à arrêter la guerre. Écoutez. Nous avons discuté de l'Ukraine. Nous soutenons toute initiative qui aiderait à arrêter les combats et à résoudre pacifiquement les différends. Avant ma visite à Moscou, lors de ma conversation avec Joseph Borrell, nous avons discuté de la nécessité d'arrêter la guerre, tout en se concentrant sur une solution politique. Et j'ai informé mon collègue, le ministre des Affaires étrangères de l'Ukraine, que l'Iran était prêt à aider les efforts visant à établir la paix et à arrêter la guerre, que ce soit au niveau du président ou au niveau des ministres des Affaires étrangères. La guerre hybride entre la Russie et les Occidentaux durera longtemps. C'est ce qu'a affirmé Dmitri Peskov, porte-parole du Kremlin, appelant les Russes à être unis derrière le président Vladimir Poutine. Si vous faites référence à la guerre dans un contexte plus large, c'est une confrontation avec des États hostiles, une guerre hybride contre notre pays, alors cela va durer longtemps. Et ici, nous devons être résolus et sûrs d'eux et nous consolider autour du président. Adhésion de la Suède à l'OTAN, le gouvernement hongrois pointe de grief et appelle ce mercredi la Suède à changer de ton et à cesser sa politique de dénigrement à l'égard de Budapest, des conditions préalables à l'entrée du pays nordique dans l'Alliance Atlantique. Le porte-parole du gouvernement hongrois dénonce une attitude ouvertement hostile des représentants suédois qui usent de leur influence politique à Bruxelles pour porter atteinte aux intérêts de la Hongrie. Nucléaire, le directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique s'est rendu ce mercredi à la centrale nucléaire de Zaporizhzhia
occupée par les forces russes pour discuter avec les ingénieurs nucléaires qui l'opèrent. Raphaël Grossi a regretté une hausse de l'activité militaire près de la centrale, appelant Moscou et Kiev à s'entendre sur des principes pour sécuriser le site. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a invité son homologue chinois Xi Jinping à se rendre en Ukraine. Les deux présidents ne se sont plus parlé depuis le déclenchement du conflit russo-ukrainien. Pour Pékin, qui a présenté le mois dernier un plan de 12 points pour une résolution politique de la crise ukrainienne, les communications restent ouvertes. Nous maintenons la communication avec toutes les parties concernées, y compris l'Ukraine, mais je n'ai pas d'informations précises sur la communication entre les dirigeants pour le moment. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a invité le président chinois Xi Jinping à se rendre dans le pays. Nous sommes prêts à le voir ici. La Chine a promis ce mercredi de riposter si la présidente taïwanaise rencontrait le président de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, lors d'un déplacement aux États-Unis et en Amérique centrale. Un déplacement qui vise justement à renforcer les liens diplomatiques de l'île avec ses alliés. Réforme des retraites, le Conseil constitutionnel français rendra sa décision quant au sort de la réforme le 14 avril prochain. Les sages devront rendre deux décisions, l'une sur la constitutionnalité du projet de loi adopté au Parlement après un recours au 49.3 et l'autre sur la recevabilité de la demande de référendum d'initiative partagée lancée par la gauche pour contester la réforme. À 37 ans, Hamza Youssef, le nouveau Premier ministre écossais, prend officiellement ses fonctions après avoir été formellement nommé à ce poste par mandat royal et être arrivé à la tête du Parti national écossais avec 52% des voix, devenant ainsi le plus jeune Premier ministre écossais et l'un des plus jeunes Premiers ministres actuellement en fonction dans le monde. Attaque meurtrière à Lisbonne, les enquêteurs portugais ont écarté la piste terroriste après qu'un réfugié afghan ait attaqué mardi dernier à l'arme blanche plusieurs personnes, faisant 2 morts et 1 blessé grave dans un centre musulman chiite dans la capitale portugaise. D'après les premiers éléments de l'enquête, il s'agit d'un acte isolé, mais les motivations restent encore à clarifier. Au Mexique, au moins 40 migrants sont morts et 28 autres ont été blessés dans l'incendie d'un centre de détention à Ciudad Juárez, dans le nord du pays, à la frontière des États-Unis. Suite à ce drame, les Nations Unies ont plaidé pour des voies de migration plus sûres. L'ambassadeur américain au Mexique a également insisté pour réparer un système migratoire cassé avec ses partenaires de la région. Et avant de conclure cette édition, zoom sur la production artisanale de bijoux et d'accessoires en or et en cuivre qui subit une rude concurrence industrielle. Les boutiques artisanales de la vieille ville historique de Tunis refusent de baisser le rideau. Le métier de l'artisanat est considéré comme le poumon économique de Souk al-Barka. Mohamed Wali Ben Chaban nous emmène y faire un tour. En plus d'être un attrape-touriste par excellence, la vieille ville historique de Tunis, appelée par les Tunisiens Bled el-Arbi, est l'endroit rêvé pour acheter des bijoux artisanaux en or et en cuivre. Au Souk el-Barka, de nombreux métiers créatifs attirent la convoitise des touristes. Malgré la rareté et la cherté des matières premières, le doyen des bijoutiers de la vieille ville offre à ses clients des perles rares, précieuses et surtout originales. Connu pour être l'un des endroits le plus prisés des Tunisois et autres, la plus vieille boutique de souk a toujours été la Mecque d'anciens hauts responsables du pays. J'exerce ce métier depuis 63 ans au souk. Je peux même vous assurer qu'avant, il n'y avait pas assez de bijouterie. À l'époque, il y avait un seul marché, celui de Souk al-Baraka. Il y avait une dizaine de bijouteries seulement. Aujourd'hui, on en trouve une centaine.
La préservation de la touche artisanale est une priorité pour les professionnels de métier. Ces dernières années, l'industrie du bijou a fait de l'ombre au métal jaune, travaillé à la main. Depuis les années 60, c'est la Banque centrale qui approvisionne en or les artisans pour fabriquer des bijoux à la main. Jusqu'à les années 70, on n'a jamais eu d'atelier industriel. Tous nos bijoux ont été produits traditionnellement. Après les années 90, nous avons abandonné la production artisanale en faveur de l'industrie italienne. Aujourd'hui, on en produit moins de 5% de la production industrielle. La main-d'œuvre pour cette industrie coûte 100 dinars tunisiens le gramme, sans compter les quantités de l'or utilisé. Contrairement à la fabrication artisanale de l'or, le cuivre à son tour retrouve sans magnificence grâce à la persévérance des vieux artisans étameurs. J'ai passé 60 ans dans ce magnifique métier. Dans le passé, les prix étaient raisonnables. Aujourd'hui, les prix du cuivre ont doublé. On fabrique des objets spécifiques aux touristes locaux et étrangers. Depuis mon jeune âge, j'ai adoré ce métier et je le poursuis encore. Malheureusement, la nouvelle génération ne s'intéresse plus à ce métier. Dans ce célèbre souk, et malgré une ère inflationniste, de nombreuses boutiques exposent des bijoux artisanaux traditionnels et modernes pour espérer faire plaisir aux clients et aux touristes qui, une fois partis, emporteront avec eux un souvenir de l'une des plus anciennes villes de la Méditerranée. Sport, et on s'intéresse aujourd'hui au tournoi de l'Open Tennis de Miami. Le programme des quarts de finale au Master de 1000 points messieurs et le message de Carlos Alcaraz après sa qualification. Dans ce sujet, signé Faisal Salah. Les affiches des quarts de finale de l'Open Miami se dessinent chez les messieurs, à commencer par ce soir à partir de 20h. La première partie opposera le Finlandais Emil Rossoviori et le demi-finaliste d'Indian Wells, l'Italien Yannick Sinner. Les trois autres affiches seront jouées demain. Le champion en titre, le prince espagnol Carlos Alcaraz, affrontera jeudi à 1h30 l'américain Tyler Fritz. L'espagnol s'est qualifié à ce tour en battant un autre américain, Tommy Paul, en 2-7, 6-4, 6-4. Le Murcien a laissé une image mémorable après sa victoire. Bientôt la 33e, un message adressé à la star espagnole de la Formule 1, Fernando Alonso, qui cherchera sa 33e victoire au Grand Prix d'Australie. Alonso était la motivation du nouveau numéro 1 mondial à la finale d'Indian Wells. Deux Russes en quart de finale, la mission du numéro 5 mondial Daniel Medvedev semblerait facile face à l'américain Christopher Eubank. Medvedev a atteint ce tour de compétition en remportant son match de 8e de finale face à Quentin Alice en 2-7, 6-4, 6-2. Dans l'autre explication, le Russe Karen Khachanov aura un adversaire habituel. Il s'agit de l'Argentin Francisco Cerundolo, demi-finaliste en 2022. Les deux joueurs se sont affrontés il y a 4 jours. Victoire dans la douleur de Khachanov en 3-7, 6-1, 3-6, 6-3. En l'absence du Serbe Novak Djokovic, la route de l'Espagnol Carlos Alcaraz semble tracée pour devenir le 8e homme à remporter le Sunshine Double, gagner Indian Wells et Miami en l'espace d'un mois. Sauf si le Russe Medvedev prévoit la revanche pour la finale de l'Open de Miami. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce programme en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure. Bonne soirée à tous.